Bonjour à tous. Merci de venir pour cette conf. J'espère que vous avez un peu d'énergie. Non, c'est pas une mauvaise blague. Je m'appelle Xavier, je suis développeur... Désolé. Je suis développeur évangéliste chez Intel. Je bosse à Paris. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, PH0B sur Twitter. Et je suis aussi Google Developer Expert sur Android. Donc, j'ai la chance de parfois être invité par Google à participer à des événements et donner des talks sympas. En général sur Android. Donc Power Optimization sur Android. Alors voici l'agenda. Déjà une petite intro, on va essayer déjà de comprendre qu'est-ce qui mange la batterie sur Android. Grosse question, comment améliorer le support dans les applications, quelles API vous pouvez utiliser pour vraiment bien améliorer tout ce que vous faites, et comment on peut mesurer ce qui va et ce qui ne va pas. Donc déjà, qui a régulièrement peur de ne pas finir sa journée avec sa batterie sur Android? Voilà, vous avez peur. Qui a déjà fait quelque chose dans son application pour empêcher ça? Ouais, c'est des petites mains. Hein. Ok, donc le problème est compris. On peut passer aux solutions. Donc effectivement, tout le monde s'inquiète, mais personne ne fait rien. Donc c'est un problème. Alors qu'en fait, en tant que dev, il y a énormément de petites choses qu'on peut faire dans les apps, dans la manière dont on synchronise les données, dans la manière dont on récupère les données, si on fait du cache, etc., qui peuvent vraiment changer l'expérience sur la consommation de batterie par les applis. Même si on n'est pas forcé de se sentir très responsable au premier abord. Parce que bon, déjà en revenant au début, donc Android, tout le monde connaît, hein, c'est les téléphones, tablettes. La batterie, c'est quand même surtout un problème sur téléphone, puisque on l'a toujours et on n'est pas toujours près d'une prise ou d'un power bank. Et donc c'est des systèmes complexes. Il y a une batterie, donc faut faire attention. Il y a un écran, il y a un touchscreen, il y a des sensors, accéléro, gyro. Pire, il y a de la connectivité, donc des ondes, du Wi-Fi, de la 3G, de la 4G. Il y a la caméra aussi, il y a le CPU, bon, ça je m'en inquiète un petit peu parce que je bosse pour Intel. Il y a le GPU, la RAM, il y a beaucoup de composants. Et d'un autre côté, bon, il y a le code. Et les composants, et la manière dont les composants sont utilisés par le code peut vraiment avoir des impacts énormes. De toute façon, de manière générale, si vous y repensez, si vous mettez le display à fond, que vous utilisez tout, vous imaginez bien que la batterie va fondre, dans le pire des cas. Donc, bon, il y a un impact. Et après, les CPU, tout ça, c'est génial. On fait des trucs de plus en plus performants. Les caméras produisent des images de résolution de plus en plus importante. On fait des vidéos à 240 fps, on essaie de faire de la 4K, etc. Donc, tout ce qui est nouveau dans le CPU, le GPU, etc., ça c'est utilisé. Par contre, les innovations côté batterie, ben oui, à part en faire des plus grosses, on n'a pas encore vraiment de révolution de ce côté-là. Donc, ouais, il y a des usages vraiment toujours plus importants. Ce matin, je montrais, j'avais un prototype de smartphone de 6 pouces avec dedans 5 caméras et qui fait de la 3D pour Google Tango, etc. Ça encore, c'est un usage qui va faire peur. Donc, même s'il y a encore un breakthrough dans les batteries, ça va être compliqué. Bref, je pense que tout le monde a compris le problème. Après, au niveau des solutions, il y a déjà énormément de choses qui sont faites pour améliorer la consommation de la batterie au niveau de l'OS. Donc si vous suivez un petit peu les actus sur Android, vous savez qu'avec Lollipop, il y avait Project Volta. Avec Marshmallow, il y a l'introduction du Doze Mode et App Standby. Donc tous ces noms-là sont des noms qui correspondent aux efforts faits par l'OS pour, on va dire, aligner le travail que font les applications, donc les réveils du système, pour vraiment faire le plus de boulot possible et hop, aller se recoucher. Et c'est ce pour tous les composants, network, CPU, etc. De manière générale, déjà quand on est sur Android, une appli qui n'est pas en foreground, elle ne va pas bouffer de CPU. Elle peut avoir des services, etc., qui vont en utiliser, qui vont utiliser le network, etc. Mais par défaut, on est dans un environnement qui va essayer de limiter le travail inutile fait par les applications. Un petit mot sur le Doze Mode, ça a été introduit avec Android 6.0. C'est un mode qui fait que si vous laissez votre téléphone ou tablette sur une table, donc il ne va pas bouger, l'écran est off,
Au bout de quelques minutes, les applications vont, même si elles font des appels au réseau, etc., pour faire de la synchro, euh, tout ça, ça va être progressivement désactivé pour sauver de la batterie, puisque le téléphone n'est pas utilisé, il n'y a pas besoin vraiment de le synchro, puisque il est juste là sur une table. Donc c'est toujours possible d'avoir des messages en high priority, en utilisant Google Cloud Messaging par exemple, mais dans la plupart des cas, les applis vont recevoir de moins en moins d'infos pour éviter de consommer de la batterie. Et ça marche plutôt bien, mais c'est un cas plutôt restreint, puisque en général, quand on vit tous les jours avec son smartphone, ben, on a tendance à pas mal bouger. Et surtout à l'utiliser. Donc déjà en aparté, plus vous utilisez votre smartphone, plus la batterie baisse. Mais bon, le but c'est quand même de continuer à pouvoir l'utiliser. Et donc il y a beaucoup d'efforts à faire au niveau des apps. Et déjà, qu'est-ce qui consomme le plus en fait sur un smartphone? Donc quand vous l'utilisez, c'est assez dur de trouver des infos là-dessus. Bon, les chiffres que j'ai trouvés sont là et je pense que grosso modo c'est un peu toujours le cas. Quand vous regardez votre smartphone, ce qui va consommer le plus, c'est l'écran, à 45% quand vous l'utilisez. Sauf que, bon, sur une journée, si vous l'utilisez 4 heures ou 6 heures allumé, c'est déjà énorme. Donc, et puis vous pouvez pas faire grand-chose dessus. Il y a des petites choses à faire si c'est du OLED, etc., mais c'est même pas la peine d'en parler. Donc, ce qui vient juste après, et qui est vraiment très important, c'est la couche réseau, network. Je sais pas si vous avez remarqué, s'il y en a parmi vous qui sont venus en train depuis notre ville, si vous essayez d'avoir la 3G péniblement pendant 2 heures de train, vous voyez votre batterie chuter vraiment terriblement pendant tout le trajet. C'est parce que la couche network est à fond, essaye d'envoyer des datas et a du mal là-dessus. Donc c'est vraiment ce qui va bouffer le plus, honnêtement. Et bon, ça c'est un cas un petit peu particulier, vous êtes dans un train et que la couverture est mauvaise. Mais même de manière générale dans la journée, je vais vous expliquer après avec d'autres schémas, que la manière dont vous utilisez la couche réseau peut consommer même si en fait rien ne se passe. C'est-à-dire, on peut avoir beaucoup d'énergie dépensée à rester connecté à l'antenne pour transférer rien. Et c'est ça le problème. Quand on peut dire qu'on mange de la batterie pour inutilement, c'est quand on le fait pour rien, quoi. Et c'est cet usage qu'il faut limiter le plus possible. Pour toujours garder toutes les fonctions qu'on veut avoir dans ces apps, avoir une bonne synchro, etc. Mais éviter de dépenser de l'énergie inutilement. Après, il y a aussi une partie overs, donc à 16%. Donc c'est tout ce qui est sensors, les fixes GPS, ça évidemment, ça consomme. L'utilisation de l'accéléro, du gyro et autres, caméras, etc. Il y a des petites choses qu'on peut faire là-dessus aussi pour améliorer. Et enfin, il y a le CPU aussi, en général 9%. Bon, tout ça, ça varie vraiment en fonction de vos applications. Mais bon, de manière générale. Donc là aussi, on peut faire beaucoup de choses au niveau CPU. Et puis surtout, quand on optimise pour le CPU, en général, on optimise aussi la performance globale de l'application. Donc il y a une partie où on évite de réveiller tout le temps le CPU et tous les composants. Mais il y a aussi une partie où c'est bien si on l'utilise de manière efficiente. On va parler un petit peu plus. Donc la partie qui mangeait le plus, c'était network. Donc pourquoi? Alors si vous regardez comment marche la couche 2G, 3G ou 4G sur les téléphones à l'heure actuelle, ça se passe comme ça. L'application demande un paquet depuis Internet parce que il y a des trucs à apprendre. Il y a peu d'apps qui n'ont pas besoin de connexion. Dans ce cas, il y a un appel qui est fait. La couche réseau va remonter descendre plutôt jusqu'à la partie antenne du smartphone. Et là, ça va se mettre en haute consommation pour pouvoir communiquer avec l'antenne et transmettre des paquets. Donc c'est la partie DCH. Une fois que les paquets sont transférés, l'antenne va se mettre en mode attente, au cas où il y a un nouvel appel qui vienne, etc. Mais ça va être resté encore en très haute consommation d'énergie. Et ça peut durer 10 secondes jusqu'à... ça dépend des networks, ça peut durer de 5 à 30 secondes. 5 à 30 secondes où l'antenne
consomme à fond et rien ne se passe. Donc, vous voyez bien que si vous voulez avoir une application qui tue la batterie, en fait, il suffit de faire une app et dessus de mettre une pub qui va changer toutes les 30 secondes et à chaque fois qu'elle change, vous faites un appel HTTP pour choper la bannière. Si vous faites ça, vous aurez l'antenne qui consomme toujours à fond pendant que l'utilisateur utilise l'application, alors qu'il chope juste une image qui va faire 40 kilobits. Et voilà. Donc en tant que dev, honnêtement, ben, vous faites votre petit carrousel d'images pour l'ad. Est-ce que vous pensez à ce qui va se passer au niveau de la batterie et de l'antenne? Non. Et c'est comme ça qu'on arrive avec des batteries qui tombent vite. C'est-à-dire qu'il y a des petites choses comme ça sur le network auxquelles on ne pense pas, mais qui ont au final un gros impact. Bon, après, si vous poussez le vice et que votre pub, elle fait 1 méga, que c'est un truc pas optimisé, etc., là, j'en parle même plus. Parce que si en plus, il y a du mal à faire le transfert et qui prend du temps, là, vous consommez encore plus. Donc, il y a pas mal de choses que vous pouvez faire pour réduire les soucis causés par ce fonctionnement des réseaux. Donc, la première, c'est de laisser l'OS regrouper tous ces appels. Donc il y a des choses faites au niveau de l'OS pour ça, avec la Job Scheduler API par exemple, je vais revenir dessus après. Mais donc dans vos applications aussi, vous pouvez essayer de grouper vos appels au réseau. Par exemple, si vous avez un système de synchro, on va dire vous faites une app pour un événement, et vous pouvez mettre des talks en favori. Donc en général, quand vous l'utilisez, vous mettez un talk en favori, vous voyez un autre talk, vous le mettez en favori, etc. Est-ce qu'au niveau de la synchro, vous avez vraiment besoin d'envoyer au serveur qu'un talk vient d'être mis en favori à chaque fois? Pas vraiment, à moins que le mec pousse le vice et ait vraiment envie de choisir un talk sur un téléphone et choisir les autres talks avec l'autre main sur son PC et il faut de la synchro parfaite. Non, donc là c'est un genre d'optimisation qui n'est pas forcément compliqué à implémenter. Vous faites un petit pool de requêtes pour la synchro, dès qu'il y en a 10, bah, vous envoyez le tout et puis vous faites ça périodiquement ou peu après la fermeture de l'app, vous pouvez le faire aussi, c'est pas vraiment un gros souci. Ça joue beaucoup sur votre politique de synchronisation des données dans l'application. Après, il y a pas mal de mécanismes aussi que vous pouvez utiliser. Bon, déjà, le cache. Donc, tant du côté serveur avec la gestion de cache côté HTTP, les bons headers, les e-tags, etc. Que du côté API. Je remettrai ce qu'il faut activer pour que le cache HTTP marche. Vous pouvez faire du prefetching aussi. C'est-à-dire que je vais reprendre l'exemple de vous faites une application pour l'agenda d'une conf. Bon, l'agenda complet, il va faire quoi sans les photos, juste le texte, il va faire 40 kilobytes ou quelque chose comme ça. Ben, l'idéal au final, c'est de le télécharger directement le plus vite possible. Comme ça évitera de refaire des appels à l'agenda. Et après, de le mettre à jour seulement quand il change. Par exemple, vous pouvez mettre en place un système de push plutôt que votre application, c'est la dernière ligne, vraiment d'éviter de faire du polling. Donc, je reviens sur l'agenda. Vous pouvez faire un petit système de push. Vous avez une version de l'agenda qui est téléchargée. Et après, il ne va pas changer toutes les minutes l'agenda. Donc, vous pouvez juste utiliser, par exemple, Google GCM et envoyer un signal quand l'agenda est mis à jour. Et dans ce cas, vous pouvez faire un nouveau retrieve de l'agenda. Donc ça évite de faire un poll à chaque fois que l'application s'ouvre, etc. Ce qui est pas vraiment bon. Et ça permet même de faire mieux et de pouvoir mettre à jour l'agenda en fond. C'est-à-dire pendant l'événement, ça évite d'avoir l'agenda qui se rafraîchit dès qu'on ouvre l'application. Ce qui est assez embêtant aussi, du côté utilisateur, pas du côté batterie. Une autre chose que vous pouvez utiliser aussi, c'est les HTTP Persistent Connections. Donc ça évite d'avoir plein de requêtes TCP. Donc parce qu'une requête TCP, du coup, ça engrange pas mal de overhead au niveau du network, parce qu'il faut l'ouvrir, il faut communiquer, après il faut la fermer. Avec les Persistent Connections, donc maintenant les serveurs le gèrent pas mal, c'est avec HTTP 1.1 et plus. Vous pouvez ouvrir seulement un socket TCP, faire tous vos get, et ça revient. Donc c'est pas vous-même qui faites vos get, ça c'est plutôt côté du serveur si vous avez activé HTTP 1.1 et côté API si vous utilisez des trucs qui supportent. Mais une fois de plus, là, vous pouvez sauver pas mal.
il y a une fois aussi, j'ai oublié d'en parler, la compression. Bon, c'est assez évident, mais vous pouvez gagner pas mal. Surtout si vous avez du texte, au moins d'utiliser gzip côté serveur, ça peut bien diminuer vos requêtes. J'ai repris l'agenda, toujours le même exemple, mais par exemple l'agenda pour une conf, 100 kilobytes de texte, en gros, vous pouvez réduire à 30. Donc on n'est pas sur des gros trucs, mais c'est toujours ça de prix, surtout si vous êtes dans une connexion un petit peu moyenne, comme dans le train, le métro ou autre. Du coup, pour le premier point, donc, laissez l'OS faire son boulot pour essayer de grouper tous les appels. Il y a des API pour ça. Donc la première, c'est d'utiliser le Alarm Manager. Et quand vous utilisez l'Alarm Manager sur Android, si vous faites set ou set inexact repeating, dans les deux cas, le moment où l'alarme va être lancée, ça va pas être un moment exact. Ça va être aligné avec les autres alarmes dans le système. Donc le device sera déjà en train de faire d'autres trucs, donc bon, c'est pas grave s'il se réveille, c'est pas juste pour vous. Et donc après, vous pouvez avoir un pool de requêtes, comme j'avais dit avec l'exemple de sauver chaque conf pour se faire son agenda. Ça, au niveau de la synchro, vous pouvez le faire en périodique. Il n'y a pas besoin d'envoyer un appel au serveur à chaque fois qu'il se passe un truc. C'est vraiment important d'essayer de se retirer de cette idée comme si l'application sur Android était un petit peu une application web où chaque action, ça peut résulter en un appel au réseau. On l'a souvent fait comme ça, mais essayer d'avoir un raisonnement plus découplé. Sur Android, vous pouvez aussi utiliser les sync adapters. Donc si vous avez plus à synchroniser, ça peut être un peu overkill pour un agenda ou autre, mais si votre application repose beaucoup sur la synchro, par exemple pour un client mail ou un autre client, vous pouvez utiliser le sync adapter. Par défaut, c'est l'OS qui va s'occuper d'aligner tous les appels faits par le sync adapter pour mettre à jour les données. Donc ça, c'est optimisé aussi. Autre chose que vous pouvez utiliser, ça c'est à partir de Lollipop, c'est le Job Scheduler API. Donc vous pouvez lancer donc des alarmes, mais avec certains critères qui peuvent vraiment être très utiles. Par exemple, si vous avez des grosses tâches network à faire, vous pouvez mettre set requires charging pour que cette tâche elle ne vienne seulement que quand l'appareil est plugué. Donc là, la batterie, vous en foutez un petit peu. Et donc c'est très bien, vous pouvez y aller. Vous pouvez prendre les images en HD au lieu de juste les previews. C'est l'occasion, allez-y, pour faire la synchro. Vous avez aussi Set Required Network, Set Execution Window, donc ça va vous permettre de assez finement choisir quand vos appels devraient être faits, et pour que ce soit efficace par rapport à la batterie. Autre chose, dans le Job Info, vous pouvez avoir un back-off criteria. C'est-à-dire que si votre tâche ne passe pas, donc vous avez voulu faire un appel au réseau, mais les données que vous vouliez récupérer, au final, elles ne sont pas dispo, ou le serveur est down, ou un truc, plutôt que d'essayer sans cesse de récupérer ces données tout le temps, si ça se trouve, vous avez fait une appli pour un événement, mais le serveur est même plus là, parce que l'événement c'était l'an dernier, mais le mec a gardé l'appli, et il continue à faire des appels au réseau. C'est dommage, c'est inutile, ça consomme vraiment pour rien. Donc à chaque fois qu'il y a un souci sur la récupération des données, vous pouvez le dire au système, et plutôt que de réessayer tout de suite, avec le back-off criteria, il va pouvoir réessayer dans 2 fois plus de temps, et si ça ne marche encore pas, dans 2 fois plus de temps, etc. Jusqu'à, par exemple, si vous avez une synchro toutes les 5 minutes, ça ne marche pas, la prochaine ce sera dans 10 minutes. Si ça ne remarche pas, dans 20, etc. Vous pouvez mettre une limite, donc vous pouvez faire ça exponentiellement, et mettre une limite jusqu'à 6 heures par exemple, si vous voulez, ou plus. Et sans le coder du coup, puisque c'est dedans. La Job Scheduler, elle fait partie de Lollipop uniquement. Il n'y a pas de support library pour ça qui vous permet de l'utiliser avant, parce que c'est un truc qui est pour tout l'OS. Après, c'est pas trop compliqué de le faire vous-même. Ou sinon, vous pouvez aussi utiliser JCM Network Manager, qui a une classe qui fait exactement la même chose. Par contre, JCM Network Manager demande les Play Services. Donc c'est à utiliser seulement si vous utilisez les Play Services. Sinon, c'est un peu overkill d'aller embarquer une bonne partie des Play Services pour ça. Et oui, la dernière ligne, c'était
je l'ai mentionné avant, plutôt que de faire du polling tout le temps, ça peut être une bonne idée de faire du polling juste, de récupérer l'info juste une fois et de s'abonner à un message pour savoir s'il y a des nouvelles infos. Mais ça dépend un peu de votre politique de synchronisation dans votre application. Ça dépend quand est-ce qu'il y a de nouvelles infos, est-ce que c'est urgent ou pas. C'est un peu à vous de voir. Enfin, c'est un peu à vous de voir, mais en fait, évitez toujours de faire du polling, le plus possible. Et surtout si vous voulez réimplémenter les choses vous-même, par contre, vous pouvez très bien avoir, plutôt que faire du polling, avoir vous-même un socket TCP que vous gardez ouvert. Un socket TCP que vous gardez ouvert, dans votre tête, vous pouvez peut-être vous dire que ça va prendre beaucoup de batterie parce que c'est une connexion, c'est permanent, etc. En fait, dans les faits, au niveau physique, c'est pas si permanent que ça, hein. Vous l'ouvrez, vous pouvez faire des trucs au milieu, plus tard vous pouvez la fermer, mais quand il se passe rien, en fait, ça consomme pas de CPU ou de network. C'est optimisé au niveau du network pour éviter que ce soit vraiment ouvert. Il n'y a pas des paquets qui passent tout le temps. Il peut y avoir des paquets keep alive. Je crois que sur Android, par défaut, ça va être tous les quarts d'heure ou peut-être que c'est même désactivé. Donc, c'est pas vraiment ça le problème. Sur le prefetching, j'avais commencé un petit peu à en parler, mais voilà, c'est toujours dans votre politique de synchronisation, selon les données que vous voulez récupérer. C'est bien de garder en tête donc l'énergie consommée par des transferts sur la plupart des réseaux. Donc ça paraît évident, mais ça coûte moins d'énergie de télécharger quelque chose de gros en Wi-Fi qu'en Edge dans un train. Mais dans votre application, vous pouvez demander quel est le type de connexion actuelle, si c'est de la 2G ou du Wi-Fi. Et dans ce cas, vous pouvez adapter. Par exemple, vous pouvez très bien télécharger une version, on va dire, HD de votre contenu quand c'est en Wi-Fi. Par exemple, pour l'agenda, vous pouvez télécharger toutes les images des speakers en HD. Et si vous êtes dans un environnement qui est moins bon, ben, vous téléchargez une version, on va dire, payée en voie de développement, avec juste des petites previews très 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 légères. Et à chaque fois que vous voulez une photo speaker, ben, vous irez la télécharger directement après si le réseau est OK. Mais déjà au niveau de l'expérience, vous aurez quelque chose de complet et utilisable. Au niveau du cache, voici donc sous Android, vous pouvez utiliser HTTP Response Cache. Il suffit de le configurer. Vous lui donnez un endroit un endroit où vous avez accès en écriture et il va être utilisé en tant que cache. Et vous lui donnez aussi une taille. Vous pouvez mettre 10 MB, vous pouvez donner un peu plus. Et du coup, il va automatiquement cacher toutes vos requêtes HTTP. Donc si vous récupérez une image ou un contenu JSON particulier et que un petit peu plus tard vous récupérez le même contenu, ça évite de faire un appel. En fait, automatiquement, la couche HTTP va resservir le même contenu. Pour ça, il faut faire attention au cache que vous mettez en place côté serveur, comment vous le gérez. C'est au niveau de l'HTTP. Après, si vous utilisez des libs comme OK HTTP ou autres, en général, elles peuvent aussi le gérer par défaut ou non, faut voir la doc. Voilà. Donc tout ça c'est bien beau, mais après il faut que dans votre tête vous ayez une bonne image de ce que fait votre application au niveau network et à quel moment. Donc si vous l'avez fait entièrement vous-même ben, et que vous avez une bonne mémoire, c'est jouable. Si vous êtes un être humain normal, c'est peut-être bien d'utiliser un outil pour vous aider. Et aussi pour vous aider à déterminer où est le problème. Et sur l'exemple du code que vous avez fait vous-même, si ça se trouve, vous intégrez une lib qui vous fait les pubs, et elle vous pourrit totalement la batterie depuis votre application, mais vu que c'est pas votre code, vous n'y avez pas pensé, et voilà. Donc au niveau des outils, il y en a 3 que je mets ici. Donc bon, déjà il y a le Network Monitor dans Android Studio. Ça vous montrera des petits pics quand votre application fera des appels réseau. Donc ça peut déjà vous donner une idée s'il y a quelque chose de pas normal qui se passe. Après, pour aller plus loin, pour voir quels appels sont faits, quelles sont les réponses, pourquoi, pour avoir les en tête, il y a 2 outils pas mal. Vous pouvez utiliser Charles Proxy. Et donc le mettre en proxy de votre téléphone, et comme ça vous voyez tous les appels réseau qui passent. Autre chose que vous pouvez utiliser, c'est AT&T Arrow, qui est vraiment un outil exceptionnel. Je vais vous montrer une petite démo, donc pour ceux qui arrivent à voir. Là vous voyez tous les appels qui ont été faits, et en simulation, vous voyez les états de l'antenne. Donc vous voyez, il y a un paquet qui a été demandé, après, il n'y avait plus rien, mais on reste en haute consommation, etc. Donc ça nous donne une bonne représentation de ce qui se passe. Et après, en bas, vous voyez tout ce qui s'est passé au fil du temps.
et avec un recording de votre écran. Vous savez, vous pouvez voir où vous étiez dans l'application au moment de l'appel réseau, ce qui est déjà pas mal. Et après, vous pouvez voir quelles étaient les requêtes qui ont été échangées. Et s'il y a du contenu visible, genre du JSON, vous pouvez même l'ouvrir et regarder vraiment quelle était la donnée, quelle page a été cherchée, quelle donnée a été cherchée, etc. Est-ce que ça avait du sens? Si elle était compressée en gzip, si c'était du texte, c'est important. Et non seulement vous avez ça, mais vous avez aussi une petite partie que j'ai pas mis. Voilà, si on voit un petit peu. Sur la page principale, quand vous avez généré votre trace en utilisant Arrow, vous avez un sommaire avec, qui vous dit un petit peu ce qui est bien, validé, et ce qui n'était pas bien. Par exemple, dans l'application que j'avais chargée, là, il m'a dit il y a beaucoup de contenu texte qui est échangé, et il n'y a rien de gzippé. Donc, grosse croix rouge, et c'est directement donné par l'application. Donc, en première passe, vous pouvez juste regarder le sommaire, ça donne déjà des indications vraiment importantes. Et après, vous pouvez aller plus finement voir l'application, tous les appels qui ont été faits. Et c'est gratuit, hein. Donc bon, profitez-en. Donc là, vraiment, réseau, c'était la partie la plus importante, je dirais, puisque c'est une de celles qui consomme le plus sur les smartphones. Donc après, on va parler du reste, qui est aussi important. Donc, qu'est-ce qu'on entend par optimiser pour le CPU? Donc, voici une petite liste, déjà. C'est un peu comme le réseau, en fait, parce que quand vous utilisez le CPU, la plupart du temps, il dort. Enfin, plus ou moins. Il dort presque. Mais dès qu'on commence à lui demander des trucs, il se réveille et il va se mettre dans des états où il consomme de plus en plus. Pensez un petit peu au turbo. Il n'y a pas toujours le turbo mode sur tous les CPU, mais dans tous, il y a des états de consommation différents où il va tourner à une fréquence d'horloge différente et consommer donc plus ou moins. Donc le but, c'est de maximiser le temps où le CPU peut dormir, c'est-à-dire de faire son boulot avant le plus vite possible. Donc on appelle ça la race to idle. Donc c'est un petit peu comme regrouper les appels au réseau, etc. C'est bien de regrouper les appels au niveau CPU. Et en fait, c'est pareil que pour Network. Si vous avez des services en background, il faut utiliser le Alarm Manager avec des sets inexacts, le Job Scheduler, etc. pour permettre à l'OS de tout regrouper. Donc il va regrouper tout ce qui est tâche, que ce soit Network ou CPU, c'est pareil. De toute façon, le Network, les deux vont être utilisés conjointement de manière générale. Au niveau des algos, bon, c'est pas le cas pour toutes les applications, ça n'a pas forcément de sens pour tout le monde, mais si vous avez des parties où il y a vraiment, on va dire, du calcul, donc des parties qui utilisent vraiment le CPU, c'est bien de les optimiser. Donc il faut identifier ces parties dans vos applications et voir comment vous pouvez les optimiser. Ça peut passer par changer vos structures de données pour qu'elles marchent mieux, sachant qu'un CPU, c'est une architecture particulière avec différents niveaux de cache. Donc si la donnée sur laquelle vous travaillez, elle est très petite et elle tient dans le cache L1, ça va être super rapide. Et après, plus c'est gros et plus ça va aller loin. Et puis à la fin, vous finissez avec des appels au disque et là, c'est foutu. Et donc, les structures de données ont vraiment un impact. Après, de manière générale, les algos que vous utilisez, entre les listes, les tableaux, etc., c'est bien de réfléchir un petit peu. Donc si vous avez énormément d'objets, hein, si vous avez 20 objets, on s'en fout. Mais si vous avez pas mal d'objets, c'est bien de réfléchir un petit peu aux algos que vous utilisez pour faire s'il y a plus d'insertion, s'il y a pas mal de changements, etc. Si vous faites du multimédia, là c'est vraiment très important, mais vérifiez bien que vous supportez les accélérations hardware. Par exemple, pour le décodage de pas mal de formats multimédia, les SoC ont déjà une puce dédiée dedans pour le faire. Et donc ça vous permet de passer de 90% d'utilisation du CPU à 10%. Ça vous permet de passer à « je pourrais pas voir ma série dans mon train » à ouais, un petit bout de saison, ça passe. Donc c'est important d'utiliser ça quand c'est possible. Après, ça dépend des API que vous utilisez. De manière générale, si vous utilisez explicitement un décodeur software, c'est qu'en général, le hardware va peut-être pas être utilisé. Donc faites attention à ça. Mais toutes ces optimisations-là, ça ne sert pas forcément à grand-chose d'y penser à chaque fois que vous écrivez une ligne. Le mieux au final, parce que si vous avez 20 objets, bon, la structure, prenez celle qui est la plus facile à utiliser. À la fin, l'important, c'est de profiler.
Donc pour voir ce qui consomme le plus dans une appli. Donc vous avez plusieurs solutions pour ça dans Android. Déjà vous avez DDMS, donc depuis Android Studio c'est Android Debug View ou un truc comme... Non, je me rappelle plus du nom dans les IDE, ça change souvent. Mais Android, oui c'est ça, c'est Method Profiling. Et donc vous pouvez le lancer et voir toutes vos méthodes avec celles qui ont consommé le plus de temps. Donc ça vous permet de voir quelles sont les méthodes qui utilisent le plus de CPU, celles qui ont le plus de temps, on va dire. Vous pouvez aussi faire ça plus finement en utilisant des outils de debug, Start Method Tracing, et avec un nom particulier, pour générer une trace. Donc ça, vous le faites depuis votre application. Et vous pouvez générer une trace par là, en faisant le Start et End. Du coup, vous aurez seulement la partie qui vous intéresse, qui va être profilée. Après, le temps d'utilisation du CPU, c'est bien, mais parfois, c'est pas suffisant. Du coup, donc, vu que les CPU, on connaît, on a des outils pour ça. Donc, surtout si vous utilisez des CPU Intel, là, on gère vraiment tout. Et donc, un qui s'appelle VTune Amplifier peut vous permettre de faire pareil, donc récupérer le temps qui a été passé par toutes les méthodes. Mais vous pouvez aller plus loin, là on voit pas trop, mais plutôt qu'avoir juste le temps, vous allez pouvoir avoir beaucoup d'autres métriques bien spécifiques au CPU. Il y a un nombre de variables qui font du comptage à l'intérieur des CPU même pour chaque instruction qui est assez impressionnant. C'est-à-dire que grâce à ça, pour chaque méthode, vous allez voir le nombre de cycles d'horloge CPU qui ont été passés, donc une indication plus précise que le temps. Mais surtout, vous pouvez avoir d'autres métriques, comme par exemple savoir si il y a une ligne de cache qui a été invalidée pendant l'exécution, ce qui a été obligé d'invalider la mémoire, annuler l'instruction, etc. Donc perdre du temps. Tout ça, ça va être dans les LLC hits et autres. Donc il y a vraiment pas mal de métriques. Après, tout le monde n'est pas forcément spécialiste de ce qui se passe dans un CPU. Mais par défaut, on a la coloration. Hein. Donc quand c'est en rouge, c'est pas bon, il faut regarder. Ce qui est quand même plutôt cool. Donc sachant que le but, quand on a un code optimisé, rien ne devrait être rouge. Et donc vous devez avoir un nombre de cycles par rapport à ce que vous avez fait qui est assez bas. Donc un maximum d'instructions qui auront été exécutées en un minimum de cycles CPU. Donc ça pour Android, c'est un peu spécifique parce que vous avez besoin de devices qui sont plutôt ouverts pour avoir toutes ces données. Donc ça marche par défaut, pas forcément avec toutes les métriques. Ça marche sur tous les devices Android avec une puce Intel. Et on a quelques devices en plus pour lesquels vous pouvez flasher une image complètement open source qui a des drivers spécifiques pour avoir une analyse encore plus fine. Autre chose que vous pouvez avoir par VTune Amplifier, c'est connaître dans quel état est le CPU au cours du temps. Donc j'avais parlé de ces états d'énergie, donc S0, S7 en général. Et donc ça, vous pouvez aussi l'avoir directement par l'application qui va vous dire si le CPU passait plus de temps à dormir ou en état assez haut ou voire en turbo. Voilà, de manière générale, au niveau CPU, c'est bien d'optimiser, etc. Mais faut vraiment éviter de faire des trucs pour rien. Donc si vous avez des receivers ou des trucs qui font du polling, etc., si à un moment vous n'en avez plus besoin, arrêtez de les utiliser. Donc ça c'est pour supprimer un receiver quand il n'y en a plus besoin, parce que forcément c'est du temps inutile d'aller loader votre app, appeler le receiver dedans pour faire au final pas grand chose si jamais ça sert à rien. Et aussi pour tout ce qui est GPS fixe, scan Bluetooth, etc., réfléchissez bien à quand vous les lancez. Par exemple, si vous êtes une application type Twitter, ça sert à rien de faire un GPS fixe quand vous lancez l'application parce que vous voulez la position de la personne quand elle va poster. Non, la plupart des gens, quand ils utilisent Twitter, c'est pour lire. Enfin, en tout cas, je pense surtout les devs. C'est pour lire et de temps en temps, une fois par mois, un petit post. Donc là, une fois par mois, ouais, ok, GPS fixe, si vous avez accepté de partager votre localisation, d'accord. Mais pour tous les autres milliers de fois où vous avez ouvert l'appli pour juste lire, ça sert à rien de faire un GPS fixe, vous tuez la batterie pour rien. Pour les autres sensors de manière générale, évitez de demander trop de données quand tu n'en as pas besoin d'autant que ça. Par exemple, l'accéléro et le gyro. Il y a des valeurs prédéfinies dans l'OS.
par exemple, pour l'UI, vous n'avez pas besoin, en général, de poler l'accéléro à plus de 60 fois par seconde. Et donc, vous pouvez mettre un polling entre... ouais, même, en fait, même à 60 millisecondes, c'est OK pour le délai. Voilà, donc dernière petite partie, parce que faut que j'accélère un petit peu. Donc pour avoir une vue globale de tout ce que vous faites dans votre application et au final, qu'est-ce qui est consommé? Est-ce que en fait c'est vraiment un problème? Vous pouvez utiliser Battery Historian, qui est un outil mis à dispo par Google. Donc il est sorti peu de temps après le Lollipop. Donc à la base c'était la version 1.0, qui était juste un petit script Python. Vous lui donnez un bug report que vous générez avec ADB Bug Report. Et après ça vous génère un très joli mais très gros HTML. Avec tout ce qui s'est passé dans le système et qui concerne la batterie. Donc wake locks, l'état de la batterie quand elle descend, etc. Donc voici comment l'utiliser avec ADB. Alors récemment, ils ont sorti Battery Historian 2.0. Alors c'est plus un petit script Python. Maintenant, il y a une dépendance sur Go, Python, Git, un compiler closure et il faut une connexion internet aussi pour que ça marche. Ça fait un local web server et tout. Vous avez votre serveur Battery Historian 2.0 et vous pouvez drag and dropper votre bug report dedans. Alors, le principe est le même, mais maintenant le rapport est quand même plus joli. Je vais faire juste une pause. Si vous regardez Battery Historian 2.0, il y a le script d'installation, c'est un script shell. Donc si vous utilisez Windows, qui utilise Windows pour faire du dev sous Android? Ouais, facile 30% des gens quand même. Donc vous pouvez utiliser ce guide-là pour l'installer facilement sans trop vous prendre la tête. Et ouais, en espérant que dans les prochaines versions soit corrigé. Donc voici ce que vous avez avec Battery Historian 2.0. Vous avez directement une courbe avec l'utilisation de la batterie et qui est segmentée. Donc si à un moment c'était un certain rythme ou un autre moment un autre, c'est séparé en parties. Avec ça, vous voyez quel wake lock s'était demandé, quelles applications étaient en train de tourner, quelles synchronisations se sont passées au fil du temps, s'il y a eu des fixes GPS, le sync manager, qu'est-ce qui a été synché, si le screen était allumé, quelle était l'application qui était devant. Et donc voilà, ça c'est vraiment un bon outil pour savoir qui s'est mal comporté, etc. Une autre indication utile, je vais peut-être scroller, voilà, la force du signal réseau aussi, qui a souvent un gros impact, donc à faire attention. Et vous pouvez avoir des statistiques par appli, donc vous pouvez filtrer sur votre package name et savoir quelle est la quantité de données qui a été transférée, sur combien d'appels. Si vous avez un sync adapteur, combien de temps son exécution a duré, combien de fois il a été appelé. Voilà, donc c'est toutes des métriques sur lesquelles vous pouvez déterminer qu'il faut faire quelque chose pour améliorer. Voilà, donc il reste 2 minutes, petit sommaire. Il faut vraiment bien comprendre ce qui se passe au niveau de l'application quand vous synchronisez les choses, sachant que le point critique, c'est le réseau. Après, tout ce qui est CPU, etc., c'est bien de l'optimiser et de laisser l'OS pouvoir aligner les tâches, donc avoir un truc qui tourne proprement. Vous avez des outils comme Battery Historian pour faire de l'analyse et Intel System Studio donc pour la partie CPU qui est vraiment bien. Si vous voulez d'autres sources aussi, il y a les Android Performance Patterns qui sont assez sympas, donc faits par cette personne, qui donnent pas mal de bons usages, disons, sur comment correctement développer des apps en ayant la performance en tête. Voilà, sur ce. Bon, je crois que je vais vous rendre 5 minutes. Voilà.